Il nous a jamais rien fait, Staline. Je veux dire, excusez-moi, c'est peut-être brutal, mais c'est comme ça qu'on doit réfléchir quand on est patriote. Tu te soucies de ton peuple. Tous les gens qui se soucient de tous les des peuples, du moment qu'ils sont loin et que c'est pas le leur, sont toujours des emmerdeurs et des escrocs. Sont les fouteux. J'aime pas ce genre de gens, moi. Un peu comme disait, c'était Adrien Agosi ici, il nous disait, oui, celui qui dit je suis partout chez moi, c'est un nouveau colon, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et puis, le mec qui se soucie de la souffrance du peuple birman alors qu'il est breton, je lui dis, occupe-toi déjà de la souffrance des Bretons. Je veux dire, en général, c'est louche. Hein, moi, je suis modeste de ce point de vue-là. Ce qui m'intéresse, c'est les Français, parce que je les côtoie, je sais qui c'est, que j'en suis un. Moi, je dis, s'ils souffrent en Birmanie, que les Birmans se démerdent. Enfin, je veux dire, vive la résistance birmane. Mais je vois pourquoi, d'un seul coup, comme Bernard-Henri Lévy, je devais avoir mon avis sur la résistance birmane, mon avis sur la résistance irakienne, mon avis sur ceci, mon avis sur cela, ou comme Tariq Ramadan, d'ailleurs, qui a un avis sur tout. À un moment donné, je dis, attends, finalement, t'es quoi ? T'es un citoyen suisse, payé par les Anglais, employé par les Anglais, payé par les Qataris, et qui donne ton avis sur les musulmans de France. Je veux dire, ça te regarde pas, tu vis pas en France. Laisse les musulmans de France réfléchir à ce qui est bon pour eux, ils sont là. Toi, tu ne connais de la France que les aéroports. C'est ce que je lui ai dit un jour. Hein. Je dis, pour moi, t'es pas un musulman, t'es un bourgeois internationaliste. Et en tant que bourgeois internationaliste, t'es beaucoup plus proche de Bernard-Henri Lévy en réalité que du musulman de base que moi je fréquente, tu vois. C'est objectif, c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai on parle d'où on est, tu vois ce que je veux dire, on ne transcende pas sa condition. Hein, quand t'es pas impliqué dans rien, ton avis est un avis purement esthétique. C'est pour ça que j'en ai rien à branler de ce que dit Bernard-Henri Lévy, et pas grand-chose à ce que pense, comment il s'appelle Narabadan. Oui, machin, j'ai oublié son nom là du coup. Notre ami Tariq Ramadan sur la France, l'islam, le Front National, l'immigration, etc. Ça ne le regarde pas. Je veux dire, il donne son avis sur des sujets qui ne le touchent à aucun moment. Je veux dire, moi, j'ai l'honnêteté et la modestie de dire que je parle de ce qui me touche, de ce dans quoi je suis impliqué, je dirais, physiquement. Hein, voilà. La France, oui, c'est mon problème. Je vis en France, je paye mes impôts en France, je me prends dans la gueule l'oppression de l'appareil d'État français, etc. etc. Hein. Je ne donne pas de leçons aux Américains, je ne donne pas de leçons aux Russes. Voilà. Et quand je prends un positionnement sur la question russe, sur la question américaine, c'est par rapport aux intérêts supérieurs de la France, toujours. Vous verrez bien. Et justement, est-ce que tu penses, puisqu'on a les intérêts supérieurs de la France, sur le problème de la France-Afrique et de nos relations, on va dire, avec les pays d'Afrique, qui sont basés quand même sur un rapport de domination coloniale, hérité évidemment de la période coloniale, mais qu'on a transformé. Indéniablement, oui. Voilà. Est-ce que, justement, il ne faut pas juste aussi de ce côté-là aller complètement rénover nos relations avec tous ces pays, parce que... De toute façon, on sera obligé à un moment donné. Hein. De toute façon, là, en ce moment, la question, c'est pas le passé un peu honteux ou douloureux du néocolonialisme et du post-colonialisme de l'époque très perverse de ce point de vue-là, de la décolonisation, qui a été une autre approche bien plus rentable de l'exploitation. Hein. Il faut le comprendre. La colonisation, ça coûte cher, en réalité. Parce qu'il faut une continuité territoriale, une présence militaire, il faut créer des routes, des hôpitaux, des machins. La décolonisation, c'est les intérêts économiques et rien d'autre. Hein, c'est plus pratique en plus. Ah oui, c'est plus rentable. C'est plus rentable, c'est plus rentable quand tu fais un calcul, exactement comme les Américains se sont rendus compte que le salariat était plus rentable que l'esclavage. Ah oui, bien sûr. Parce que l'esclave, tu es obligé de le nourrir et de le loger gratuitement. Et quand il devient travailleur libre à Chicago, et qu'avant il était esclave dans les plantations du Sud, eh ben, il faut qu'il paye son loyer, et puis qu'il se prenne le chômage et la concurrence. Tu vois, ça c'est pas moi qui le dis, tu lis Iceberg Slim, qui l'explique bien dans Mama Black Widow. Voilà, il faut lire, tu vois. Et ça c'est les paradoxes des belles idées et puis de la réalité pratique. Et soudain, derrière les belles idées, il y a une arnaque en termes de réalité pratique. Ça, c'est toute l'histoire de l'arnaque politique et des belles idées, dont les spécialistes sont comme par hasard tous nos manipulateurs là, cosmopolites. Ils sont toujours sur les belles idées. Donc le sujet, oui, sur l'Afrique, je disais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est en train de se faire, nous, chasser entièrement d'Afrique. La France-Afrique, si laide soit-elle, est en train de se faire entièrement virer par les Américains et les Israéliens. Sur l'affaire du Rwanda, quand on étue l'affaire du Rwanda, c'est que ça. Hein. On l'a vu aussi. Les Américains et les Israéliens qui en nous Côte font virer. d'Ivoire, des snipers israéliens. On nous fait faire le sale boulot. Les Israéliens et les Américains nous font faire le sale boulot pour qu'on se grille en Afrique et en plus ils nous virent. C'est-à-dire qu'on assume le coût militaire et on n'a même plus les avantages économiques. C'est eux qui passent derrière. Hein, voilà, donc la question aujourd'hui, c'est, moi je suis désolé, plutôt que de tirer sur l'ambulance de la France-Afrique, qui est en train de se péter la gueule, la question c'est qui en ce moment sont les acteurs majeurs en Afrique, et nous on est en train de se faire virer de partout.
Ouais, parce que là, même là où on est présent militairement. Parce qu'on est là pour faire le sale boulot et être détesté pour les 30 prochaines années. C'est ça. Et on ne recueillera pas les fruits économiques. Ouais, voilà, c'est-à-dire là, on est en train de la réalité de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on a les Chinois qui essayent de s'implanter en Afrique parce que c'est la réserve mondiale de matières premières et qu'ils ont un problème de matières premières forcément et qui réfléchissent avec beaucoup d'avance. Et viennent les contrer en Afrique les Américains et les Israéliens. Les Israéliens sont très présents en Afrique, présents en Afrique. Hein. Et que pour ça, les Israéliens qui sont les spécialistes de l'opération sous faux drapeau et de la diabolisation ad génocide, là, je sais pas quoi, dès qu'on entend le mot génocide, à mon avis, il y a les services israéliens derrière. Hein. Rwanda, machin, c'est toujours génocide, on sait que c'est leur spécialité. Hein, la gestion du droit de l'hommiste du génocide, du soi-disant génocide. Voilà. Et le dossier du Rwanda est très intéressant. Oui. Le Rwanda, c'est la diabolisation par Israël et par des traîtres qui sont les agents sionistes en France, c'est-à-dire Kouchner et toute la clique, de la présence française au Rwanda, pour qu'on perde notre influence sur le Congo et les matières premières du Congo, pour que les Américains et les Israéliens prennent la place. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis au passage, virer les Chinois, quoi. Oui, et puis empêcher les Chinois, évidemment. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, en Afrique, on a un rôle résiduel. Alors les gens certains peuvent dire c'est bien fait pour votre gueule, machin, c'est la justice immanente, tout ce que vous voulez. Voilà, bon, c'est un empire. La France est une ancienne puissance majeure en déclin, et aujourd'hui, elle se prend dans la gueule. Tout ce qu'un ancien cador se prend dans la gueule quand il vieillit. C'est un peu la métaphore de l'ancien champion qui à la fin se fait boxer par tout le monde, ou de l'ancien chef de la mafia vieillissant qui à la fin se fait flinguer par un petit jeune qui monte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas très difficile de s'essuyer les pieds sur la gueule de la France post-coloniale. Et elle est vraiment en voie d'effondrement. Et notamment aussi par des trahisons internes. C'est qu'aujourd'hui, l'appareil d'État français n'est plus au service de la France et de la plus grande France. Oui, c'est ça. C'est au service de la liquidation de la France. Donc on n'a même pas besoin des critiques d'extrême gauche ou de gens issus de l'immigration. On a de toute façon, au sommet de l'appareil d'État français, des traîtres qui travaillent pour la dislocation finale et le démantèlement final de notre ancien empire. Hein, voilà. Donc je ne vois pas pourquoi je m'acharnerais. Hein. Pas la peine. Kouchner le fait très bien, Fabius le fait très bien, Hollande le fait très bien. Parce que l'intérêt supérieur de la France, ce serait de lier des liens... c'est la francophonie, voilà, c'est le rapport Nord-Sud rénové. Voilà, c'est plus Gbagbo que Ouattara dans l'absolu. Oui, bien évidemment. Oui. Et on a joué quand même Ouattara. On a joué. Oui. Comme au Rwanda, on a joué Kagame, qui est un agent américain, une ordure et un génocideur de première. Et qui n'a fait que nous cracher la gueule et montrer le doigt, alors que l'intervention française a été un peu dans le but de s'interposer pour empêcher le massacre. Hein. Massacre provoqué par les Israéliens. Oui, semble-t-il qu'il y avait même Blackwater dans le coup maintenant. Bien sûr, l'avion descendu, qui, pourquoi, etc. Jeter de l'huile sur le feu, armer des milices, machin, faire monter le bordel, c'est la spécialité de nos amis anglais, sionistes et américains. Hein. Et chez les Israéliens, ça remonte au sicaire, pour ceux qui s'intéressent. Allez sur Internet, regardez ce que c'est qu'un sicaire. Vous verrez que c'est une spécialité juive qui remonte à l'Antiquité. D'accord. Hein. L'attentat sous faux drapeau. Oui, l'attentat sous faux. Ça remonte à un siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'était déjà leur spécialité dans leur combat contre Rome. Ouais. Les sicaires, allez voir ça. Les sicaires. Vous allez vous instruire ce soir et vous verrez que c'est pas d'hier. On me parle aussi de l'Algérie, on me dit, c'est vrai que les troupes algériennes sont attendues, je crois, pour défiler. C'est très mauvais signe, je l'avais dit il y a quelques années. Quand on invite un type en général au défilé du 14 juillet en France, c'est qu'il va tomber bientôt. C'est pour le flinguer, voilà, c'est ce que les gens m'ont dit. Mais Kadhafi, Assad, et là une présence algérienne, ça veut dire que c'est peut-être le prochain sur la liste. Ouais. Je l'avais dit, mais souvent je suis prophète quand même. Voilà. C'est de mauvais augure parce que la France et l'Algérie, c'est beaucoup plus, c'est incomparable les liens que on peut même pas comparer avec la Libye ou la Syrie. Là, on serait touché directement s'il y avait un conflit que la France impliquée, en tout cas dans une opération militaire contre l'Algérie. Déjà dans l'histoire du fils et tout ça, on sait très bien que derrière la poussée islamiste qui a failli renverser le régime, on va dire, laïque et social et socialiste, la dictature militaire laïque et socialiste algérienne, il y avait déjà les Américains. Donc, leur intérêt était quand même de nous chasser d'Algérie, en s'appuyant sur les islamistes. C'est pas d'hier que les Américains s'appuient sur les islamistes radicaux chaque fois qu'ils veulent nuire à nos anciennes relations avec le monde au sud de la Méditerranée. Hein. C'était déjà ça à l'époque. Ça n'empêche rien au fait qu'il y avait des tas de problèmes, etc. Mais quand effectivement, au sommet de l'appareil d'État français, il n'y a que des traîtres qui travaillent pour les intérêts américains et israéliens, et qu'on sait que
la nation algérienne est encore une nation qui fonctionne sur l'ancien logiciel du nationalisme post-colonial, et que ce logiciel-là, le nouvel ordre mondial n'en veut pas, et dézingue en général tous les pays qui sont encore sur ce logiciel nationaliste arabe. Voilà, on voit, sans dette aussi, il faut le préciser. Oui, avec des fonds souverains et sans dette, bien sûr. Oui, il n'y a que 7 pays au monde, je crois, qui n'ont pas de dette. Et comme par hasard, ils sont tous sur la liste des États voyous et des ennemis et l'axe du mal. Il est évident que l'Algérie, malgré tous ses défauts, est un pays un peu atypique et issu d'une époque qui est en voie d'éradication par rapport au nouvel ordre mondial, qui est un nouvel ordre mondial. Et que le pouvoir algérien, très perfide et très vicieux, essaye de survivre par tous les moyens, par des accointances, des allégeances croisées, des manipulations. C'est un régime qui ne met pas tous ses billes dans le même panier. Hein. Ouais. C'est pas simple. Hein, c'est pour ça que moi je ramène pas trop ma fraise sur le régime algérien, parce que c'est pas simple. Hein. Il bouffe à tous les râteliers, il joue tout le monde contre tout le monde, avec et contre tout le monde, les Français, les Américains, contre et avec les Marocains quand ça les arrange, contre et avec les Tunisiens. Mais la France, ça serait vraiment déstabilisée quand même. Enfin, j'ose pas imaginer, je sais pas, une guerre autant Algérie, enfin avec la France. C'est pour ça que quand il y a eu la guerre civile en Algérie dans les années 90, la France a fait un gros boulot pour sauver le régime algérien, c'est vrai, parce que c'était très dangereux pour la France, ce basculement, bien sûr, oui. Voilà, ça, il faut en tenir compte. C'est pour ça que la France a armé, a aidé militairement et à crédit l'Algérie à l'époque, parce que le régime algérien qui tombait, c'était aussi très dommageable à la France. Hein. La France avait des intérêts là-dedans, évidemment. Oui. Ouais. Beaucoup plus. Mais ça, on a le recul aujourd'hui pour analyser tout ça. À l'époque, c'était compliqué de comprendre tout ça. Moi, je me suis scandalisé à l'époque, je dois le dire, sans recul, quand le régime algérien a suspendu les élections démocratiques après le premier tour où le fils était arrivé. Je me suis scandalisé, j'ai trouvé ça scandaleux, etc. Puis aujourd'hui, je me dis, bon, avec le recul, ça peut se comprendre. Voilà. D'accord. Bah écoute, pour finir, je voulais parler un peu de Bras d'honneur, peut-être. Oui, Bras d'honneur. Oui, Bras d'honneur, quand même, qu'on en parle un peu. Alors, Bras d'honneur, c'est quoi? C'est un label, c'est ça? Bras d'honneur, c'est un label culturel qui est proche de... il y a Égalité et Réconciliation, il y a Contre-Culture, là aujourd'hui, il y a Bras d'honneur. Et c'est investir le champ culturel pour les gens de notre sensibilité, on va dire, avec l'idée que on a déjà fait un gros boulot sur le champ politique pur, on fait un boulot sur le champ culturel au sens strict avec Contre-Culture dans l'édition et de la réédition, et dans une logique métapolitique, il n'y a pas de raison de laisser le champ culturel jeune, parce que c'est un énorme moyen de manipulation, la culture de jeunes, de laisser ça à Skyrock et à Canal+. Donc dans une logique de croissance, quoi, et ben à un moment donné, on crée effectivement un label culturel pur, et ça s'appelle Bras d'honneur, et c'est essentiellement musical au départ, mais ça peut être même plus que ça, parce qu'effectivement, notamment on voit qu'un des outils de communication, de propagande et de culture politique aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est par exemple le rap. Donc moi je ne suis pas du tout passionné par le rap sur le plan musical, mais je reconnais que c'est un énorme vecteur politique auprès des jeunes. Donc plutôt que de laisser ça à Skyrock et aux amis de Joe Star, là aussi je ne vais pas tirer sur un corbillard, et parce qu'il y a une pression, il y a beaucoup de jeunes qui aiment le rap, qui s'intéressent à ce que je fais, etc. Et puis il y a une demande aussi de jeunes qui voudraient échapper à la tutelle Skyrock, etc., en sachant qui est Bélanger, ce que ça représente, tout ça. Et ben on s'est dit, par la force des choses, et parce que ça pousse par la base, et parce que c'est cohérent de le faire, on a fini par monter, c'est pas moi qui le monte directement, c'est Mathias Cardet et Stéphane Perron. J'ai fini par accompagner ce projet qui me semble totalement nécessaire et cohérent. D'accord. Et donc ça démarre demain, là, fin du mois. C'est un site internet et une plateforme de musique. De musique, d'accord. Où on se sert de la technologie moderne, du téléchargement. Donc on va diffuser de la musique. On va aider à faire connaître de la musique qui nous semble de qualité et qui tend à être bloqué par le système actuel, qui est un système de domination à tous les niveaux. Hein, parce que cette soumission, elle existe dans la musique aussi. Elle existe partout. Parce qu'un artiste aujourd'hui qui voudrait adopter une position, rien que dire moi j'aime bien la Soral, c'est faire un rap qui ne fait pas que cracher sur le Front National et les flics,
et faire l'assomption en douce du droit de l'homisme et SOS racisme, le mec rapidement il disparaît quoi, on ne le voit plus. Hein. Ou alors il faut qu'il fasse semblant. Et ça donne des trucs un peu louches. Je ne vais pas citer de nom, là, mais récemment il y en a un qui a fait une espèce de rap. Il y a une chanson sur toi, tu connais. Ouais, mes filles, mes raisins, pour essayer de faire du buzz sur moi, où il y avait MC Soral. Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. On ne sait pas où il veut se placer en tout cas. Moi c'est ce que j'ai dit dans l'émission. Il fait le malin quoi. Mais parce qu'il se dit je vais buzzer quoi. Donc en fait il y a des jeunes qui poussent, il y a des jeunes de talent. Et je me suis dit, puisqu'aujourd'hui on existe sur internet, qui est aussi un moyen de business aussi, je veux dire, d'économie, parce qu'il n'y a que les gauchistes qui demandent leur argent de poche à papa, qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, on peut être autonome politiquement si on est autonome économiquement. Donc on ne fait pas du business parce qu'on veut s'enrichir et parce qu'on est des vendus, mais parce que il n'y a que comme ça qu'on peut exister. Si Dieudonné fait tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire la quenelle au système, c'est parce qu'il avait monté une organisation d'indépendance économique depuis déjà 10 ans. Il était hors de la SACEM, il avait son propre théâtre, etc. Et c'est moi, j'ai compris ça. Je me suis dit, il faut sortir du logiciel gauchiste où tu combats l'État en lui demandant des subventions. C'est le truc du gauchisme, c'est-à-dire du meurtre du père, de la politique compris comme freudisme, comme Oedipe. C'est-à-dire je combats l'État et je lui demande qu'il m'aide à le combattre. Parce qu'en fait, c'est papa. C'est ça le gauchisme, c'est que des subventions d'État derrière et des aides de l'État. L'État, si vous le combattez sérieusement, ne vous aide pas à le combattre, il vous cogne. Et donc si on veut combattre l'État, on essaie de pouvoir exister sans lui, donc on sait qu'on n'aura pas de subventions, on n'aura pas les médias dominants à notre service comme caisse de résonance, j'ai pu le vérifier, Dieudonné a pu le vérifier. Pour ça, méfiez-vous de tous ceux qui prétendent combattre le système et qui ont droit aux Inrecuptibles, au Monde, à Libération, à Canal+, etc., etc., etc. C'est forcément qui tapine. Quoi. Je veux dire, Et donc, maintenant, comme on a une grosse audience sur Internet et qu'on a monté aussi de l'économie Internet, de l'économie vertueuse, on ne vend pas de la merde, pour ceux qui critiqueraient. Voilà, il y a une société aussi qui vend des aliments... Oui, des produits écologiques de qualité, c'est au bon sens. Au bon sens, voilà. On a prenons le maquis qui vend des produits, on va dire, de type un peu survivaliste. Voilà, ça me paraît nécessaire. On a au bon sens qui vend des produits écologiques de très bonne qualité. Et puis ça fait vivre des gens de la mouvance. Oui, tu as créé des emplois grâce à ça, il faut quand même le dire. On fait vivre une vingtaine de personnes. Voilà, il y a des emplois permanents. Et qui leur permet à la fois de militer politiquement et en même temps de ne pas être à Pôle emploi, dans la dépression nerveuse, ou de dire je milite la nuit et le jour je tapine pour le système. Ce qui rend dépressif, jusqu'à ce que le mec se fasse choper et virer. Tu vois. En plus. Donc on crée de l'économique, donc du social, donc du politique, et puis on permet à des gens, on a créé des boulots de mecs aujourd'hui qui, au lieu de travailler la nuit pour nous en faisant de la merde le jour, font ce qu'ils aiment le jour et peuvent dormir la nuit. Voilà. Et on les paye au SMIC ou un peu plus, mais je veux dire, on fait ça. Et Bras d'honneur, c'est aussi aider des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui font des choses qui nous paraissent de qualité dans la musique et dans la culture, les aider à fonctionner, c'est-à-dire à avoir un public et donc peut-être à gagner un peu leur vie. Et donc d'aller contrer le système hégémonique sur ce terrain-là pour montrer qu'il n'y a pas que de la merde dans le rap, que de la merde dans la musique, etc., etc. Et puis on a grandi le cercle de la dissidence. Et puis aussi on est un peu moins spécifiquement sur le politique pur où on est de plus en plus bloqué. Là ils sont en train de fabriquer une loi Schremek à Souline, deux catholiques de souche, comme vous pouvez le vérifier, qui sont en train d'essayer de faire pondre une loi uniquement pour empêcher Dieudonné et moi d'exister sur Internet, parce qu'ils ont bien compris qu'on leur avait mis une sacrée quenelle avec Internet, ou un sacré bras d'honneur. Donc voilà, donc il faut qu'on ait un coup d'avance. Donc si à demain on est bloqué sur le politique pur, ça sera plus dur de nous bloquer sur le culturel. Voilà, donc on essaie d'avoir un coup d'avance plutôt qu'un coup de retard, et d'être encore plus métapolitique qu'avant, de diversifier, de s'étendre, etc., dans un but d'efficacité. Voilà. Parce que ton site, là, Égalité et Réconciliation, le site il est classé, très très bien classé à Alex Aranc, c'est parmi les 188e, voilà, quelque chose tout site confondu. Tout site confondu, on rappelle. Le site de la SNCF, dans les sites de réinformation, on est le premier de très loin. Oui. On est passé devant F de Souche, faut pas oublier, très longtemps F de Souche a été très haut, sur une ligne qui est quand même plus égalité réconciliation que F de Souche, mais on est passé aussi devant Rue 89, devant Mediapart, devant tous ces faux sites qui prétendent faire de la réinformation sur Internet et qui sont en fait pour nous empêcher
pour nous combattre en réalité. On voit bien que sur les sujets sérieux, Mediapart et Re89 tapinent toujours pour le système, sur Dieudonné, la dissidence, etc. etc. C'est un marqueur. Hein. C'est des faux sites de réinformation parce qu'ils se sont dit qu'il faut qu'on investisse Internet pour aller contrer le travail. La vague qui est en train de monter. Oui, bien sûr. Mais ils se font choper parce que sur Dieudonné, sur moi, ils font toujours le tapin. Donc c'est comme ça qu'on voit que c'est des qui sont dans le système. Hein. De toute façon, c'est simple. Dès qu'un site me traite d'antisémite, moi Dieudonné, vous savez qu'ils tapinent pour le système. Sinon, ils sont plus nuancés. C'est plus nuancé. Ils se posent la question, ils y répondent de façon plus subtile, etc. Quoi. Donc à la fois, c'est le prix à payer pour eux. Hein. Mais ça, donc grand succès, et puis t'as des équipes derrière, on peut leur passer. Oui, c'est aussi pour les gens qui m'emmerdent parfois. Je dis que moi, contrairement à certains sites que je nommerai pas, où on dirait le catalogue de la Redoute, il n'y a pas de pub sur le site. Je pourrais être riche aujourd'hui si j'acceptais de mettre de la pub comme on me le demande tous les jours sur égalité et réconciliation. Il y a des sites de contre-information assez vulgaires et qui m'attaquent régulièrement, qui sont gavés de pubs, et de pubs de merde. Hein. Nous, on met un point d'honneur à ne mettre aucune pub. Rien qu'avec ça, je serais riche, hein. Mon site vaut très cher, il est à moi, il vaut très cher, et je peux le vendre, si je veux, à la pub. Hein. On me demande tous les jours. Je le fais pas. Pour que le site reste crédible, c'est un site avec des gens qui travaillent jour et nuit pour l'alimenter. Les petits cons qui m'emmerdent ne se posent pas la question de savoir comment ça fonctionne économiquement un site comme Égalité et Réconciliation. Avec des vidéos exclusives, des reportages exclusifs, beaucoup de travail, une mise à jour constante avec des rédacteurs en chef, des antennes locales, etc. C'est des gens que je paye grâce au système qu'on a monté, et qui sont salariés pour pouvoir vous offrir cette réinformation permanente de qualité. Et malgré tout, il n'y a pas une pub sur le site, et tout est gratuit sur le site, je vous ferai remarquer. Le site d'information est entièrement gratuit. Par contre, on a des sites partenaires qui sont liés au site, qui sont en fait des petites PME, qui sont montées par des militants d'égalité et réconciliation. Ce qui leur permet parfois de faire du bénévolat pour ER, et donc d'apporter quelque chose parce qu'ils peuvent gagner leur vie, parce qu'ils sont salariés dans, prenons le maquis, actionnaires dans Au Bon Sens. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc pour les quelques crétins crypto-gauchistes qui nous emmerdent en disant ouais, vous faites de l'argent, vous faites du business, machin, etc. Quelque part, j'avais envie de vous botter le cul parfois, parce que si je voulais, j'accepterais de mettre 5 pubs sur le site, je le dédiaboliserais un peu. Tout le monde ne demande que le système ne demande que ça, hein, que je le rejoigne en douce. Hein. Et là, je serais rentier. Je ferais ce qu'ont fait plein de mecs hein, quand vous regardez l'évolution du journal Libération, qui était un journal d'extrême gauche, avec une page de courrier des lecteurs pour les taulards, etc. En réalité, l'histoire des médias, c'est des mecs qui font de l'avant-garde ou de la contre-culture et puis petit à petit se vendent. C'est l'histoire de Virgin. Hein. Virgin, c'est un label de musique underground qui édite Robert Wyatt, des musiciens dont personne ne veut au départ. Et puis à la fin, ça donne, comment il s'appelle, Branson là Branson, ouais. Branson, qui monte une compagnie aérienne et qui est multimilliardaire. Voilà. Je vous le dis, pour ceux qui nous font chier, le site Égalité Réconciliation vaut très cher, il est à moi. Et je mets un point d'honneur à ce qu'il n'y ait jamais une pub dessus, malgré tous les gens qui me mettent la pression pour que j'en mette. Hein, voilà. Mais il y a des sites partenaires, et ces sites partenaires font tous partie de la mouvance. Hein, voilà. Donc cela, ça s'appelle de l'économie militante vertueuse. Hein. Et en dernière sorte, on ne vend jamais de merde, on ne fait pas de gadgets, on ne vend pas de saloperies. On ne vend que de la qualité dans tout ce qu'on fait, vous pourrez le vérifier. Voilà. Donc je le dis parce que des fois je suis agacé quand je vois le boulot qu'on fait, les efforts qu'on fait, les risques qu'on prend, et le peu de pognon qu'on prend. Hein, je suis quand même encore là ce soir, à 56 ans. Hein, je suis pas aux Seychelles ou je sais pas où. Hein, je suis pas très bronzé, comme vous pouvez le voir. Je prends pas beaucoup de vacances. Alors évidemment, je suis pas clochard. Hein, je ne suis pas Jésus. Les gens me reprochent de ne pas être encore mort, particulièrement souvent. Hein. Genre, normalement, vous devriez déjà être mort. Non, ben oui, je suis désolé, mais je suis un peu héroïque, mais aussi un peu stratège. Et je ne suis pas uniquement là parce que certains veulent voir mon sang couler comme spectacle, parce qu'ils s'emmerdent sur Internet de leur vie de merde. Vous voyez. Voilà. Donc c'est une petite mise au point que je fais, elle était importante. Non, c'est important. Et donc à partir de demain, il y aura aussi
bras d'honneur, n'est-ce pas, que nous avons monté, voilà, et j'ai déjà dit ce que c'était, voilà. Et justement, pour finir avec justement, parce qu'ici on a reçu d'ailleurs tous tes lieutenants quasiment, j'ai envie de dire, mais c'est un nouveau visage, on peut dire égalité-réconciliation avec Marion, avec... oui, pareil, Marion Sigaud, personne ne voulait l'éditer, elle était diabolisée parce qu'elle avait des positionnements très courageux, très honnêtes. Un jour elle m'a contacté, j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'ai trouvé que c'était honorable, et je veux dire, grâce à égalité-réconciliation, Marion Sigaud a une deuxième vie dont elle a toujours rêvé, elle fait des conférences, elle dédicace des livres, elle en vend. Et je veux dire, je suis très content parce qu'elle nous amène de la qualité. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la mode, l'échange gagnant-gagnant. Oui. Je veux dire, tout ça est vertueux. Ça existe, des choses vertueuses. Je l'ai aidée, je l'aide, elle nous aide. Voilà. Farida Belgoul, pareil. Farida, il y a, je peux citer Nomade Patriote, on l'a reçu. Ce qui veut dire que je ne suis pas si, comment dirais-je, dictatorial, narcissique, mégalomane, autocrate que ça. Parce qu'en réalité, égalité et réconciliation aide beaucoup des gens à exister, et parfois à exister même en concurrence avec moi. Ouais, tu mets même, beaucoup de gens en avant. Quand je viens là ce soir, je me dis pas Meta TV est un concurrent possible de ERTV. Je me dis, j'ai regardé ce que tu faisais au début, j'étais suspicieux, parce que je me dis, bon, on va voir si c'est pas du bidon, s'il n'est pas payé par le système. Après, je vois que sur certaines positions, notamment le congrès de la dissidence, je vois que tu te tiens correctement. Je me dis, il fait le boulot, je vais lui filer un coup de main, même si des gens peuvent me dire, ouais, mais c'est des parts de marché qui va piquer à ER. Je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'existe et que je dure. Parce que l'air de rien, je crois quand même que sur la longue durée, quand tu te tiens à peu près correctement, ça se passe moins mal que quand tu fais que mentir, trahir et manipuler. Les salopes, là, dont on a parlé tout à l'heure, ils n'ont pas un grand avenir. Donc c'est un message que j'envoie. Se tenir correctement, ça peut être rentable en dernière instance. C'est un peu le pari de Pascal, vous voyez. Finalement, ça peut être une intelligence stratégique de se comporter correctement, de ne pas trahir, de ne pas mentir, vous voyez, de ne pas se coucher. Ça peut être même, en dehors même du fait que tu te sens, tu peux regarder tes gosses dans les yeux sans trop te sentir mal, je ne sais pas comment d'autres font, hein. En plus, même à long terme, c'est peut-être même une bonne stratégie. Ça permet de durer, voilà. J'envoie le message pour certains qui seraient tentés par la voie facile, la voie du bas. La voie du haut, là, elle est peut-être plus dure, elle prend plus de temps, mais elle amène beaucoup plus haut. Voilà. Et elle amène à vivre des choses beaucoup plus passionnantes, intéressantes et valables. Hein, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas mon âge, pour certains qui me le disent. C'est parce que j'ai une vie, il y a des gens qui sont détruits physiquement par toute la merde qui bouffe et qui garde en eux et qui relaie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je pense à la justice immanente. Hein, si je faisais pas ce que je fais, j'aurais peut-être déjà développé un cancer, comme d'autres qui sont entièrement sous médicaments. Je connais tout ça. Hein, je le dis pas, mais je connais des mecs qui sont des ordures complètes qu'on trahit dans tous les sens au niveau médiatique, mais ils sont sous dialyse, ils sont complètement... leurs organes les lâchent. Et je pense que je veux dire, ça ne veut pas rien dire pour moi. C'est le prix de la justice immanente, le prix de la trahison. Ça se paye toujours, quelque part. Hein. Les gens qui font que de la merde, qui savent qu'ils sont des merdes et des traîtres, je pense que ça les ronge intérieurement, même malgré eux, et ils le payent. Voilà, et c'est... Et donc toi, parce que voilà, on a senti justement que cette année il y a eu égalité réconciliation. Vous avez vraiment décidé de mettre beaucoup de gens en avant, de dire c'est pas Soral, parce que moi, je suis fatigué. Je répète un peu, j'ai dit quand même tout ce qu'il fallait dire depuis des années. J'écris pas des livres comme Nab parce que j'ai la main qui écrit toute seule, graphomaniaque. Et c'est bon, j'ai déjà fait suffisamment de boulot. Et moi, si je peux accompagner des gens, être un peu chef d'orchestre et aider à des talents à éclore plutôt que de vouloir tirer sur ma propre ficelle jusqu'au bout. Là, j'écris pas de livre en ce moment parce que j'ai rien à écrire. J'ai rien de plus à écrire en ce moment. J'écrirai peut-être dans quelques années un livre sur des choses qui seront intéressantes qui me seront arrivées et que j'aurai à raconter. Mais là, pourquoi j'écrirai un livre de plus avant d'écrire Comprendre l'Empire, j'ai passé entre l'avant-dernier livre et celui-là quelques années, mais c'est des années d'expérience de plus pour produire une analyse. Je veux dire, ça aussi. En ce moment, j'ai plus... je suis plus utile comme éditeur que comme écrivain. Voilà. Et souvent, sur certains sujets, quand on me dit vous faites moins de vidéos du mois, sur certains sujets, mon avis sur l'Ukraine est moins autorisé que des gens qui sont plus spécialistes sur la question ukrainienne, parce que je ne suis pas omniscient, et plutôt que de ramener ma fraise sur ce genre de sujet, je préfère donner la parole à un mec qui va en Ukraine, qui connaît l'Ukraine, etc., etc. Donc aujourd'hui, mon boulot est plutôt un boulot de chef d'orchestre que de soliste, et c'est, puisque j'en ai les moyens, de donner la parole à des gens qui ont quelque chose de précis et d'important à dire, plutôt que de vouloir à tout prix, comme ce soir,
parce que tu me l'as demandé, occuper l'espace, tu vois. Je suis très bien quand je suis chez moi tout seul à écouter de la musique et que j'ai pas parce que j'ai fait une émission comme la tienne, le lendemain, trois convocations chez les flics, deux nouveaux procès qui me tombent, 14 menaces de mort qui arrivent sur mon Facebook, etc. Parce que c'est ça la réalité. Parfois, je suis très bien un peu en retrait, il n'y a pas de problème. Et je me réjouis du succès des gens sur lesquels je mise et auxquels je crois. Voilà. Je m'en réjouis. Je ne suis pas quelqu'un... je ne suis pas un jaloux. Voilà. Je suis tellement sûr de moi et de mon talent que la réussite des autres ne me fait pas d'ombre. Voilà. C'est ça pour toute cette pression justement qui s'abat comme ça sur toi. Comment tu fais pour évacuer tout ça? D'abord, je veux dire en 2004, quand j'ai pris tout dans la gueule du jour au lendemain, là, j'ai souffert. J'ai perdu 4 kilos en quelques jours. J'ai été au bord de la dépression. Il a fallu que je me cache. Bon, je ne me suis pas soumis, mais j'ai eu peur. Je le reconnais. C'est très très violent quand tu prends le système dans la gueule. Même si tu sais que ça existe, quand tu le prends dans la gueule, c'est d'une telle puissance. Le tout-puissant lobby sioniste est tellement puissant que tu es terrifié, un peu comme un être humain qui est courageux, mais d'un seul coup, il est face à un animal préhistorique qui fait 20 tonnes. Il se dit, je vais me faire massacrer. Et le truc, c'est bon, je vais me faire massacrer, mais je ne vais pas demander pardon, je ne vais pas me tourner. Tu sais, c'est comme un boxeur. En boxe, tu peux perdre seulement que tu ne te tournes pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois jamais te présenter de dos. Et quand tu te fais dérouiller, tu fais ça, mais tu fais pas... tu fais ça et tu prends. Donc moi, à un moment donné, j'ai pris, j'ai ramassé, quoi. Mais j'ai pas trahi. C'est ça le truc, voilà. Et petit à petit, j'ai pris l'habitude de prendre des coups, d'être menacé, agressé, et l'homme s'habitue à tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te demandes comment des gens peuvent vivre en Palestine, tu vois. Comment des gens peuvent vivre en Syrie en ce moment. Il y a des bruits de bombes partout, puis finalement, au bout d'un moment, les mecs, ils montent la télé, tu vois. Parce que, voilà. Et j'ai vu ça, moi, je l'ai vu. On s'habitue à tout. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est très dur, mais qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Et moi, ça fait quand même... j'étais déjà habitué à la subversion médiatique. Et après, je suis passé à la subversion politique dangereuse. Et maintenant, je suis un peu habitué. J'ai l'entraînement, donc... je stresse moins, tu vois ce que je veux dire, je gamberge moins. Mais je te dis, c'est comme le sport, c'est un sport, hein, c'est un sport. Il faut du temps. Et je dis à ceux qui démarrent, là, allez-y doucement, parce que quand je connais des gens qui ont fait des quenelles et qui ont pris dans la gueule les menaces, machin, parce qu'ils ont été balancés sur des trucs et ils se sont pris des menaces de mort, des appels anonymes et tout. Il y en a qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages, et qu'est-ce que je fais? Ils flippaient total, tu vois. Et c'est vrai que là, on n'est plus dans le virtuel. Quand ta tête est mise à prix, que tu ne peux pas marcher seul dans la rue, que tu risques d'être agressé, que tu subis des agressions en commando, etc. Mais tu t'habitues, c'est une culture. C'est-à-dire ton cuir s'épaissit. C'est-à-dire et ça demande du temps. Il faut être humble à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, toi, à un moment donné, tu vas être trahi par des anciens amis, insulté, traité de bounty, de je sais pas quoi, de machin, de trucs. Et des fois, c'est douloureux. Tu vois, tu as envie de chialer, tu as envie de cogner, etc. Mais soit tu quittes le combat, si tu fais pas le poids, en fait c'est un peu comme dans les sports et tout ça, soit tu dégages de la dissidence parce que c'est trop dur, soit tu te renforces, tu t'épaissis le cuir, et puis à la fin tu dis ouais, aujourd'hui j'ai reçu 15 menaces de mort, 3 insultes, 2 appels anonymes, une convocation chez les flics, une chez les juges d'instruction, mais j'ai aussi reçu 20 mails de soutien, et tu te dis bon c'est ma vie quotidienne, tu vois ce que je veux dire, tu dis bon c'était comme ça aujourd'hui, tu vois. Et puis tiens, je vais au tribunal, machin, tiens, la condamnation, tiens, les frais de justice. Enfin, tu vois, un mec moyen, quand il reçoit une convocation chez les flics ou au tribunal, il flippe. Et quand il est au tribunal, il perd ses moyens. Parce que c'est vrai que c'est comme quand tu es un gamin à l'école, asseyez-vous, levez-vous, etc. Quand tu as eu je sais pas combien de procès, tu arrives, tu rigoles. Moi, j'arrive chez les juges d'instruction, mon avocat, il se marre. Je vanne, je me fous de la gueule, je me fous de leur gueule. Je sais quelle est la limite possible, quel est mon droit. Je me fous de leur gueule. Tu vois ? Je me suis fait exclure du tribunal la dernière fois que je suis allé soutenir Dieudonné. Parce que je pétais, je riais, je foutais la merde. Je m'en fous maintenant, tu vois, j'ai l'habitude. Alors que j'ai vu des mecs se décomposer. Hein. Parce que tu peux être un warrior de la rue ou avoir... T'arrives au tribunal, tu le vois, le mec, il est comme un petit garçon. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour te faire perdre tes moyens. Mais quand il y allait 1 fois, 10 fois, 20 fois, et tu vois Diodo, c'est pareil. C'est sa succursale, tu vois. Diodo, pareil, il a le cuir tanné, il a tout subi tellement que... Il dit en ce moment, moi je lui dis t'as combien de procès, on compare, voilà combien d'amendes, machin. Tiens, t'as vu l'article sur toi et sur moi, toi t'es le fils d'Hitler, moi je suis le fils de Goebbels, tu vois, on se marre, tu vois, on dit t'as vu tel journaliste a dit telle saloperie, le petit je sais pas qui de Cône t'a craché dessus, il a craché sur toi, sur moi. C'est un peu comme un sport, enfin tu vois, une espèce de jeu comme ça.
Et voilà, quoi. Je veux dire, bon, il y a pire. Hein, parce que je veux dire, voilà, il y a pire. Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Hein. On est d'une génération qui n'a pas fait la guerre, tu vois. Finalement, pour l'instant, qu'est-ce que je risque? Des agressions, des condamnations, à de l'argent surtout. Bon, peut-être un jour la prison, parce qu'ils iront jusque-là. Mais bon, rappelons-nous ce qu'ont vécu certains résistants dans d'autres périodes. Tu vois, les goulags, le camp de concentration, la torture physique, la mise à mort, etc. Enfin voilà, donc il faut relativiser. On a été élevé dans une société de confort incroyable et de consommation, et finalement on fait de la dissidence qui correspond à la société dans laquelle on est, quoi. Hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus, Solzhenitsyn partant au goulag, tu vois, etc. Quoi. Donc voilà, c'est violent et c'est pas à la portée de tout le monde de le vivre au jour le jour, mais c'est, comment dirais-je, c'est faisable. C'est supportable quand même. Ça demande un petit entraînement. Allez-y doucement. Ce que je dis, au début, allez-y doucement. Sinon, vous allez exploser en vol. Les 3/4 des mecs qui sont partis trop vite, trop fort. Première convocation, flic, tribunal, machin, ils explosent. Leurs femmes les quittent. Tu vois, il y a un truc, parce qu'il faut y aller. Step by step. Hein. C'est comme un sport de haut niveau. Hein. Au début, vous faites combat challenge du premier round, et puis après, vous passez pro, puis après, vous commencez à aller au titre. Mais vouloir boxer, faire un championnat du monde alors que vous avez commencé la semaine dernière, c'est vous risquez la civière. Voilà. En tout cas, jolie métaphore. Merci Alain d'être venu, hein, vraiment. Voilà. Ouais, on a fait le boulot là. Ah, on a fait le boulot là. Hein. Et puis je pense que les métanautes là sont heureux pour cette soirée, hein, parce que tu étais quand même, faut le dire, certainement la personnalité la plus demandée. Il n'y a pas, je crois, un soir où on me demande c'est quand que t'invites Alain Soral. Donc voilà. Non, mais j'ai fini par venir. Ouais. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis un peu de temps parce que d'abord je peux pas dire oui à tout le monde. Hein. Les gens maintenant ils se disent tiens, on va inviter Soral, ça va nous faire le buzz, ça va nous booster. Je peux pas non plus aller faire spot publicitaire pour tous les mecs qui se lancent. Je suis pas débile non plus, tu vois. Les mecs ils disent j'ai un blog et ils sont 300. Je suis pas homme sandwich quand même, tu vois. Mais bon, là je vois que tu as fait le boulot. Il y a un vrai travail, il y a une vraie respectabilité, il y a une qualité, il y a une constance. C'était mon devoir de venir aider parce que plus on est nombreux, plus on est fort. On n'est pas en concurrence, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début. J'ai dit il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour que l'ennemi soit un peu déstabilisé, pour que on sera plus fort chacun si on est nombreux, j'ai toujours dit. Parce que quand tu as 10 mecs qui sortent en même temps de la tranchée, c'est dur de les flinguer. Si on sort les uns après les autres, en disant c'est moi le cador, c'est moi le cador, le sniper, il nous bute tous les uns après les autres. Donc on a intérêt à multiplier les dissidents, mais les dissidents de qualité. Je ne peux pas non plus filer un coup de main à n'importe quel guignol qui prétend à n'importe quoi. Il faut faire un peu ses preuves. Voilà. On finira là-dessus. Écoute, merci. Allez, salut à toi. Alain, merci d'être venu. Merci à toute ton équipe aussi, à Égalité Réconciliation, puisqu'on travaille souvent avec eux. Et merci à vous tous sur le chat, hein, tous les métanautes habitués, tous les modérateurs. Et puis on verra les commentaires demain. Oui, voilà, oui, ça va s'analyser. Bon, il y a eu certainement quelques trollages, je l'imagine. Je m'en fais pas. D'ailleurs, on a notre record d'audimat à Méta TV. Tu vois, tu peux me dire, on a eu plus de. C'est ça qui fait chier. Ouais. C'est ça que j'adore, c'est les gens qui disent. Tu sais pourquoi vous écoutez ce connard, machin, etc. J'ai dit, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent. Ah il y a des gens, là on peut le dire, record de débat absolu. Et ceux d'ailleurs qui me détestent. Ils me détestent, mais ils vont voir. Oui, moi j'ai toujours dit, tu sais, j'ai une boutade dans l'émission, je dis, mais Soral c'est comme la Starac, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il ne regarde pas, mais tout le monde déteste, mais tout le monde regarde. Ils nous disent tous, ils regardent tous, mais ils nous disent, oui, mais non, mais j'aime pas. Mais ils regardent toutes tes vidéos, je te le confirme, même tes plus grands pourfendeurs, ils me disent, oui, non, mais j'ai regardé la vidéo. Bon, alors tout va bien. Continuons comme ça. Continuons comme ça. Merci beaucoup. Merci Steph, Mikey, Sandrine, toute l'équipe à la régie, l'IS, Nico, etc., etc. Et puis, vous savez très bien que si vous étiez là ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Merci. À demain. Ciao. Bravo. Je fais un peu de pub aussi pour moi. Des centaines de pour moi, pour millions de venir. gens qui meurent de faim. C'est l'une des contradictions du monde d'aujourd'hui.